Donc le sujet de cette vidéo, c'est l'étude d'une suite qui est définie par une somme de n termes, n étant la variable. Donc pour k allant de 1 à n des unk étant donné par un produit de sinus, k sur n fois k sur n carré. Bon, la première chose à remarquer, c'est que l'on n'a pas de problème de définition, et puis qu'on travaille avec des termes positifs. Mais c'est tout ce que l'on peut dire. Donc il y a une question intermédiaire, on verra tout à l'heure dans les bonus que l'on peut traiter cet exercice indépendamment de la question intermédiaire avec un autre encadrement. Donc la première chose, c'est qu'on vous demande d'encadrer sur 0,1 sinus x. Bon, c'est assez logique qu'on travaille sur 0,1 puisque k sur n appartiendra à 0,1 et k sur n carré également. Alors, on regarde un petit peu l'encadrement que l'on nous propose. La première méthode, la plus simple mais pas forcément la plus maligne, consiste en l'étude de deux fonctions auxiliaires. Donc la première en inégalité de droite en utilisant x moins sinus x, l'application dx, et puis l'inégalité de gauche avec g de x est égal à donc sinus x moins x plus, plus x cube sur 6. Donc on peut commencer par étudier donc d de x. d de x, la dérivée, je ne l'ai pas mise, mais est assez simple. Ça fait 1 moins cosinus x, donc positive. Donc la fonction est croissante et vaut 0 en 0, donc ce sera positif. Donc l'étude de g sera un petit peu plus longue puisqu'on a un polynôme de degré 3, donc on va être obligé de dériver plusieurs fois et on constate que la dérivée seconde de g est égale à l'opposé de d, donc la dérivée seconde est négative et puis on fait différents tableaux de variation et on arrive à conclure. Alors je pense qu'il est beaucoup plus élégant ici de démontrer autrement, donc on verra tout à l'heure dans les bonus qu'il y a encore d'autres façons, mais ici, les encadrants étant choisis de sorte que ça nous laisse penser à du Taylor, c'est-à-dire un développement de Taylor. On pourrait dire développement limité, sauf que on vous demande de le prouver sur un intervalle, donc ça sous-entend un résultat global, donc j'insiste bien sur le mot global et pas local. Donc si on vous demande du global et Taylor, eh bien vous pensez nécessairement à la formule de Taylor avec un reste intégral, qui est une formule globale. Bien. Donc, il faut savoir à quelle fonction, donc évidemment un sinus, à quel ordre, à l'ordre 2. L'ordre 2 implique des hypothèses, ne pas oublier de dire que la fonction est de classe C3, sur R ici. Et donc, je peux écrire sinus x avec le début du développement de Taylor, donc à l'ordre 2, donc x, puisqu'il n'y a pas de terme constant ni de carré, et plus une intégrale de 0 à x de x moins t au carré sur 2 fois sinus cube t. Bien. Donc on constate que nous, on va devoir encadrer le reste intégral. Donc on va s'intéresser à ce qu'il y a dans l'intégrale et on va non plus travailler sur R, mais on va restreindre un petit peu l'étude à l'intervalle que l'on nous demande. Donc on nous demande d'étudier pour x appartenant à 0,1 et je constate que sur 0,1, eh bien, la dérivée troisième de sinus, qui est égale à moins cosinus t, est comprise entre 0 et moins 1.
hein, puisque je peux faire l'encadrement simplement en étant sur 0 pi sur 2. Et donc je vais multiplier le moins cosinus t par x moins t au carré sur 2 factoriel, qui est positif, et j'ai la croissance de l'intégrale. Donc là j'insiste aussi, la croissance de l'intégrale, il faut toujours vérifier le sens des bornes, et ici les bornes sont dans le bon sens puisque j'ai pris x positif. Attention, si on avait utilisé la formule pour x ici dans R, lorsque x est dans R, le x dans R, ici vous n'avez pas toujours les bornes dans le bon sens. Donc quand vous voulez utiliser un encadrement, il faut être vigilant. Bien, donc on vient d'établir l'encadrement. Une dernière petite remarque ici au sujet de l'intégrale. Eh bien, vous devez trouver une primitive de x moins t au carré en fonction de t, hein, évidemment. Donc ça va vous donner du moins 1 tiers de x moins t au cube. Ne pas développer, hein, juste intégrer ceci et faire attention signe moins et vous obtenez x cube sur 3 factoriel. Toujours vérifier le signe. Hein. Ici, vous intégrez une fonction positive, donc vous devez trouver une valeur positive si les bornes sont dans le bon sens, ce qui est le cas ici. Donc, toujours vérifier le signe. À l'oral, faites un petit mot, juste pour vous rassurer, vous dites la fonction est positive, donc la positivité de l'intégrale me donne un résultat positif, donc tout est cohérent. Bien. Donc une fois qu'on a trouvé l'encadrement, on va pouvoir passer à la question suivante. Alors évidemment, on a un choix un petit peu cornélien puisque notre UNK ici a 2 sinus. Donc on se pose la question, est-ce que je l'applique à l'un? Est-ce que je l'applique à l'autre? Est-ce que je l'applique aux deux? Bien. Donc ça, c'est tout est la question est là. Maintenant, nous, on va l'appliquer au sinus k sur n2. Alors pourquoi on l'applique à ce terme-là? Parce que on sent quand même arriver la somme de Riemann, et pour une somme de Riemann, vous devez avoir un 1 sur n qui doit apparaître, et tout le reste en k sur n. Et si vous regardez ce terme-là, juste ce terme-là, s'il n'y avait pas de sinus, hein, s'il n'y avait pas de sinus, eh bien ce terme-là, il était intéressant puisqu'on obtient 1 sur n fois k sur n fois sinus k sur n. Donc ça vous donne un terme qui ressemble typiquement à ce que vous cherchez pour une somme de Riemann. Donc c'est pour ça qu'on encadre le sinus k sur n2. Donc j'écris l'encadrement qui est écrit ici, c'est-à-dire le sinus k sur n2 est minoré par ceci et majoré par ceci et minoré par cela. Et donc je peux après multiplier par sinus k sur n qui est positif. Donc ça me permet à ce moment-là d'obtenir un encadrement qui est présent ici. Donc on va noter dn la partie droite et gn la partie gauche. Donc dn la partie droite qui est comme il nous plaît, c'est-à-dire c'est une somme de Riemann. Donc je vais pouvoir la calculer toutefois en bien précisant que la limite, donc l'intégrande qui est là, est une fonction continue sur le segment 0,1. Donc j'ai bien la limite de dn qui est égale à ceci, donc une intégrale de 0,1 de sinus t fois t dt. Donc on fait une intégration par partie, c'est écrit un petit peu rapidement, et le résultat, sinus 1 moins cos 1, je l'ai condensé aussi un petit peu rapidement, et on peut voir tout à l'heure comment on trouve ce résultat-là. Maintenant, il reste la deuxième partie, le minorant. Alors le minorant, écoutez, ça on l'a déjà fait. Donc ça c'est OK.
il reste ce terme-là. Alors ce terme-là, est-ce que c'est une somme de Riemann? Ben non. Ce serait une somme de Riemann si à la place du 6, j'avais un 4. Bon, ben, comment obtenir un 4? Eh bien tout simplement en factorisant par 1 sur n carré. C'est-à-dire que j'écris que Gn est égal à dn moins an, ici, et dn, on sait que ça tend vers une limite finie, et le an, je vais multiplier par n carré, j'en profite pour multiplier par 6 pour me débarrasser de la constante, et là, j'obtiens bien un terme, une fonction ici qui est uniquement en k sur n avec le 1 sur n qu'il faut devant en facteur. Donc c'est une somme de Riemann. L'intégrande, à savoir l'application qui a t associe t cube sinus t est continue sur le segment 0,1. Donc j'ai la convergence vers cette intégrale qui est une valeur finie. Donc j'en déduis que la suite 6n carré fois n converge, donc bornée. Grand O de 1, ça veut dire bornée. Donc je réécris ceci avec un grand O de 1 sur n2 qui me donne tout simplement que la suite à n tend vers 0. J'en ai pas besoin de plus ici pour aller plus loin dans notre calcul. Donc j'en déduis que la limite de dn est égale à la limite de gn est égale à racine de 2 sinus de 1 moins pi sur 4 et le théorème d'encadrement nous permet de conclure. Bien. On vérifie d'ailleurs que pi sur 4 est plus petit que 1, donc sinus 1 moins pi sur 4 donne une valeur positive. Donc tout ceci est cohérent. Donc maintenant faisons des petites remarques, des petits bonus sur cet exercice. On peut d'abord se demander comment on aurait fait s'il n'y avait pas eu d'indication. Donc, écoutez, on peut essayer d'utiliser déjà le théorème de la limite monotone, à savoir est-ce que c'est une fonction croissante majorée ou décroissante minorée. Je sais qu'elle est minorée par 0. Je vais peut-être essayer de la majorer. Alors, pour la majorer, je peux majorer chacun des sinus par 1. Je somme, je majore par n. Ce n'est pas indépendant de n. Et ça met une limite infinie, donc ce n'est pas très probant. La deuxième chose, c'est une majoration grossière, c'est-à-dire que je vais majorer chacun des termes de la somme par le plus grand. Alors, le sinus k sur n, c'est majoré par sinus 1, parce que le sinus est croissante, la fonction sinus est croissante sur 0,1. Et pour le k sur n carré, on remarque que la plus grande valeur, c'est 1 sur n, donc c'est majoré par sinus 1 sur n. Donc en sommant, j'obtiens n fois sinus 1 fois sinus 1 sur n, et sinus 1 sur n est plus petit que 1 sur n, et donc je peux conclure à ce moment-là que c'est majoré par sinus 1, donc j'ai montré que notre suite était bornée, majorée par sinus 1 et minorée par 0. Bien. Donc ici, on a utilisé une inégalité de convexité. Alors on se dit peut-être que je peux tirer un petit peu sur la ficelle et essayer d'être plus fin puisque j'ai obtenu ce résultat simplement en faisant des majorations grossières. Donc on va essayer d'être un petit peu plus fin. Donc il y a aussi quelque chose à noter, c'est que ici on va essayer de maintenant d'encadrer. Pour l'instant, on a minoré par 0. On ne sait pas encore si la suite peut converger vers 0 ou pas. On ne sait pas. Donc, on va utiliser un encadrement. Et donc, 0,1 est inclus dans 0π, c'est-à-dire que sur 0π, si vous regardez la fonction sinus, elle a une dérivée seconde qui est négative. Donc, c'est une fonction concave. Donc, je vais pouvoir utiliser des inégalités de convexité. C'est-à-dire que la courbe est en dessous de ses tangentes et au-dessus de ses cordes. Donc je prends la corde sur le segment 0,1
qui va me donner l'application qui à x associe 1 sur sinus 1 fois x et majoré par x. Alors, je peux l'appliquer aux deux sinus ou seulement au sinus k sur n carré. Et ça fait apparaître une somme de Riemann, hein, celle que l'on a faite dans l'exercice, qui nous informe que à ce moment-là, en sommant à droite et à gauche, eh bien, j'ai une limite finie à droite et à gauche. Donc la suite, je la minore par une constante. Donc elle est bornée, la suite, mais en plus, je l'ai minorée par quelque chose qui n'est pas 0. Donc je sais déjà que la suite ne tend pas vers 0. C'est tout. Bon, c'est maigre, mais il semblerait quand même que la pente la plus proche de sinus x, c'est l'inégalité de droite. Donc on peut penser quand même que l'inégalité de droite est optimale. Et donc on peut penser que l'on tend vers la limite qui est trouvée à droite, à savoir l'intégrale de t sinus t. Alors, la deuxième idée, c'est de pousser plus loin notre encadrement de convexité. C'est-à-dire que quand je regarde le sinus entre 0 et 1 sur n, donc je vais encadrer ici le sinus k sur n carré. Et donc je peux encadrer plus finement ce sinus k sur n2 par ceci, c'est-à-dire que là, j'utilise la droite, la corde, qui relie l'origine avec le point de coordonnée 1 sur n, sinus 1 sur n. Et donc j'obtiens quelque chose de beaucoup plus fin, puisque là j'obtiens une pente qui dépend de n, contrairement à la pente que j'avais trouvée précédemment, qui était 1 sur sinus 1, qui ne dépendait pas de n. Et donc là, quand j'encadre mon sinus k sur n2 par ces deux choses-là, je multiplie par sinus k sur n qui est positif, et je somme, j'obtiens ceci. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ceci admet une limite finie, qui est la même limite finie ici, fois la fameuse pente que j'ai trouvée. Pente qui dépend de n. Et cette pente tend vers 1. Donc, les encadrants tendent vers la même limite. Donc, j'arrive à conclure que ceci converge vers l'intégrale de t sinus t. Bien. Donc, c'était une autre façon de le démontrer. Maintenant, faisons quelques remarques sur le reste. En faisant la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 4, eh bien, on trouve cet encadrement-ci, c'est-à-dire que je vais rajouter ces deux termes-là. Et donc, j'obtiens un encadrement en rajoutant deux termes à droite. Et si je fais à l'ordre 6, je rajouterai à ce moment-là deux termes à gauche, à savoir le terme avec d'ordre 7 et le terme d'ordre 5. Donc, je peux montrer que sinus x est comprise entre deux polynômes comme ceci, avec plus ou moins 1 à gauche, les impairs, hein, et puis les pairs à droite, hein, avec Tn égale un polynôme de Taylor. Bien, donc ça, on peut le prouver, c'est un peu fastidieux à écrire, mais on peut le prouver. Après, on peut être étonné que dans cet exercice, on travaille sur 0,1 et pas 0 pi sur 2. Eh bien, en fait, l'encadrement que l'on vous demande à la première question, eh bien, est un encadrement entre deux sommes partielles de la série entière, c'est-à-dire le super développement limité qui est vrai partout. Et donc une formule globale. Donc le sinus x est développable en série entière avec un rayon infini. Et si on travaille sur 0,1, eh bien on s'aperçoit que la série vérifie les hypothèses du critère spécial. Et donc, il y a la conclusion comme quoi la série converge, évidemment. Il y a aussi la majoration du reste, qui est aussi un résultat qu'on utilise beaucoup. Mais il y a aussi le résultat qui dit que la somme est comprise entre deux sommes partielles consécutives. Donc, je rappelle,
hein, que le série alterné, quand on regarde les sommes, on obtient une espèce de pas en avant, pas en arrière, qui permet de visualiser tous les résultats. Donc je vous conseille de revoir toujours ce petit dessin qui montre beaucoup de choses, la majoration du reste, ou que la somme, par exemple, est comprise entre deux sommes partielles consécutives. Bien, pour les sommes de Riemann, j'insiste sur le fait que on doit travailler avec une fonction continue sur le segment 0,1. Et je vous ai donné les deux expressions, l'expression avec la somme pour les rectangles à droite et les rectangles à gauche. On peut généraliser avec a et b, mais on peut toujours se ramener à une intégrale de 0 à 1. Ensuite, j'ai fait une intégration par partie rapide, donc je vous ai rappelé ici le petit tableau. Je refais brièvement comment ça marche, c'est-à-dire que je mets deux colonnes y et y', et je pars de x sinus x qui est ici, et je le remonte là, et je me dis, il vient de la dérivée de quoi? Eh bien, comme c'est un produit, il vient de la dérivée, c'est un morceau de la dérivée d'un produit. Donc j'intègre seulement le sinus, qui va me donner un moins cosinus, et comme c'est la dérivée d'un produit, eh bien, j'obtiens à ce moment-là un autre terme qui est la moins cos x qui est obtenu avec la dérivée de x. Ce terme-là, je n'en veux pas. Donc pour le faire disparaître, je rajoute cos x, et cos x, eh bien cos x admet comme primitive sinus x, et là j'utilise la linéarité de la dérivation, et j'en déduis que la somme des deux termes de gauche me donne comme dérivée la somme des deux termes de droite, à savoir x sinus x. Et enfin, pour conclure, eh bien, j'ai utilisé une petite formule Trigo ici, et donc où je peux écrire de manière factorisée une somme de cosinus et de sinus. Donc une façon de faire, c'est de voir le terme que l'on vous propose ici comme étant une partie réelle. Donc une partie réelle, je rappelle que pour un produit, c'est partie réelle fois partie réelle, moins partie imaginaire fois partie imaginaire. Donc ce moins qui vient du i carré va m'induire un moins ici pour le a moins ib. D'accord? Bien, donc après, écoutez, j'ai écrit sous forme géométrique le a moins ib en r ei alpha, et le cos θ plus i sinus θ comme étant un ei θ, et donc la partie réelle de ce nombre complexe, c'est r fois cos θ plus alpha. Donc vous n'êtes pas sans ignorer que le module de a moins ib, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Maintenant, pour déterminer alpha, pour déterminer l'argument, la première remarque, c'est que le signe de alpha, c'est le signe de la partie imaginaire, donc à savoir le signe de moins b. Ensuite, pour trouver l'angle au signe près, eh bien, je le fais avec le cosinus. Le cosinus θ est égal à a sur r, donc cosinus alpha pardon, est égal à a sur r, donc valeur absolue de alpha est égale à arcos de a sur r. Et ensuite, je vous ai mis la même chose avec la partie imaginaire et le petit calcul final qui vous explique comment j'ai trouvé le racine de 2 sinus θ moins pi sur 4.